Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et on se retrouve pour un nouvel instant rolling. Et oui, je sais, ces derniers temps, ça a été plutôt calme sur la chaîne, mais bon, voilà, j'ai eu du boulot. Mais je vous prépare pas mal de vidéos, vous allez voir, juste des vidéos qui vont prendre pas mal de temps. Et en l'occurrence, celle d'aujourd'hui, je m'en excuse un petit peu, elle est un peu plus longue que ce que je pensais, mais j'ai pas vraiment réussi à couper, et pour cause, car aujourd'hui on va revenir sur l'archétype invoqué en l'honneur du nouveau monstre fusion que l'archétype va recevoir dans le Code de l'Éternité. Et l'archétype n'étant pas extrêmement grand, j'ai décidé de parler de toutes les cartes qui le composent, puisque c'est sur certaines uniquement que j'ai besoin de m'arrêter longuement. Et en plus, dans cet archétype, il y a beaucoup de cartes très intéressantes. C'est parti. Alors tout d'abord, Alistair l'invocateur, celui de base, qui peut activer son effet rapide durant la Dame Hashtep, mais pas à partir du moment où on atteint le timing durant le calcul des dommages. Donc ça doit obligatoirement être avant, sinon ça ne sera plus activable. Et pour son deuxième effet, il dit bien invoquer normalement ou retourner face recto. Donc il est non seulement activable suite à une invocation flip, mais également s'il est retourné par n'importe quel effet ou via une attaque. Donc oui, c'est assez large. Maintenant, pour ce qui est de sa version lien, l'invocateur de la folie, son effet réalise une défausse, mais il est à noter que ça fait partie de l'effet, et donc ça n'est pas un coup d'activation. C'est aussi pour cela qu'il permet de déclencher les effets des marionnettes de l'ombre. Et pour la condition d'activation de cet effet, on regarde bien si l'invocation est une invocation fusion. Par conséquent, une fusion contact ne le déclenchera pas, puisque c'est juste une invocation spéciale. Mais par contre, fusion instantanée, oui, car elle traite l'invocation comme une invocation fusion. Donc même dans ces cas-là, où l'invocation est traitée comme une invocation fusion, ça va fonctionner. Alors avant de parler des fusions, par contre, on va passer sur les magies pièges, puisque certaines sont très importantes à expliquer, notamment vu les confusions. Alors premièrement, invocation, et déjà faisons le point sur son effet de fusion. Vous pouvez utiliser des monstres depuis votre main de façon tout à fait classique, pour n'importe quelle fusion, et dans le cas où vous choisissez d'invoquer un monstre fusion invoqué, vous pouvez alors également utiliser des monstres depuis votre terrain, et ou les cimetières. Donc depuis la main, c'est une utilisation comme matériel fusion totalement classique, donc par défaut ça ira au cimetière, mais si c'est depuis le terrain ou les cimetières, on doit bannir. Ça implique que si Mur de Fer Impérial est actif, on peut activer la carte, mais uniquement pour utiliser des monstres en main, et rien d'autre. Aussi, sachez que théoriquement, vous pouvez n'utiliser que le cimetière adverse si par chance il contient tout ce dont vous avez besoin, donc dans un mirror match en gros. Et concernant son deuxième effet maintenant, que se passe-t-il si Invocation ou Alistair sont déplacés avant la résolution de l'effet? Eh bien selon les conjonctions, on lit qu'on renvoie Invocation dans le deck, et si on le fait, on ajoute l'Alistair banni à la main. Donc si Invocation n'est plus dans le cimetière, on ne peut rien faire, mais si c'est l'Alistair ciblé qui n'est plus là, eh bien on renvoie Invocation, mais Alistair ne peut pas revenir en main. Mais la carte qui pose de loin le plus de problèmes, c'est bien Effondrement Magique. On va déjà décomposer son effet, puisque beaucoup ne le comprennent pas en fait. L'activation de vos cartes et effets, qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre fusion, ne peut pas être annulée, et aussi, les cartes et effets de votre adversaire ne peuvent pas être activés lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon. Donc d'une part, on a l'activation de vos cartes et effets qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre fusion, ne peut pas être annulée. Ce qui veut dire que c'est l'activation qui ne peut pas être annulée. Ce que je vais dire compte également pour le texte anglais, mais c'est d'autant plus vrai en français, puisqu'en plus on voit les accords dans la phrase. Les problèmes sont principalement liés à des difficultés à bien analyser et comprendre la structure de cette phrase. Premièrement, on voit que peu est au singulier, et annulé au féminin singulier. Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Eh bien parce que j'en vois trop qui pensent que c'est l'activation de vos cartes d'une part, et effet d'autre part. Ce qui, grammaticalement, n'a pas beaucoup de sens, voire aucun, puisque si effet était un deuxième sujet, il ne serait pas sans déterminant. Ce serait plutôt écrit l'activation de vos cartes, et vos effets ne peuvent pas être annulés. C'est ce point précis qui vaut aussi pour le texte anglais, mais en français vous avez en plus l'aide de l'accord du verbe. L'absence de déterminant ne peut pas être reléguée au second plan.
En fait, ce qui est frustrant, c'est que ceux qui en ont une mauvaise interprétation ne regardent même pas si ce qu'ils en comprennent correspond vraiment à ce que dit grammaticalement la phrase. J'insiste beaucoup sur ce point, je sais, mais c'est un fait que la lecture de cartes est source de nombreuses questions, et certains d'entre vous devraient peut-être commencer par écouter les phrases, plutôt que de vouloir leur faire dire ce qui vous arrange après un simple survol du texte. Et c'est pas pour vous engueuler que je dis ça, c'est pour vous sensibiliser, car cette carte est justement un excellent exemple de ce biais. Bon bref, fermons la parenthèse et revenons sur la carte. C'est ainsi via cette bonne interprétation qu'on peut déterminer que si j'active par exemple Fusion Marionnette de l'Ombre tout en contrôlant Effondrement, alors son activation ne pourra pas être annulée par jugement solennel, mais en revanche, Floraison de Cendre pourra annuler son effet. D'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, les deux cartes sont activables. Mais alors que Floraison annulera bien l'effet avec succès, Jugement se résoudra et ne parviendra pas à annuler l'activation. La carte va tenter de le faire, mais elle va pas y arriver. Et si la carte dit bien vos cartes et effets, c'est parce que vous pouvez activer une carte qui fait une fusion, donc comme la marionnette de l'ombre, mais aussi un simple effet de carte qui fait de même, comme celui de la malédiction du dragon de feu par exemple. Ça c'est encore autre chose, mais je rappelle qu'activer une carte et un effet, c'est pas toujours la même chose. C'est pour ça que la carte fait bien attention à mentionner les deux. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième partie de la phrase, et aussi, les cartes et effets de votre adversaire ne peuvent pas être activés lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon. C'est d'abord le « de cette façon » qu'il faut bien remarquer, parce qu'il renvoie à vos cartes et effets. Ensuite, l'adversaire ne peut rien activer lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon, donc comprendre en réponse à l'invocation avec succès d'un monstre fusion via votre carte ou effet. En effet, lorsqu'un monstre est invoqué, c'est pile le moment où l'invocation vient d'être réalisée. Et puisque la carte dit « lorsque », ça veut dire qu'elle ne peut protéger que si on répond directement à l'invocation. Là, j'avoue que c'est une notion plus avancée, et ça demande une très bonne compréhension des chaînes. Et on va voir deux exemples. Si j'active Fusion Marionnette de l'Ombre L en Chain Link 1, alors quand on résoudra la chaîne, c'est forcément son effet qui se résoudra en dernier, si son activation n'est pas annulée, bien entendu. Ça veut dire que la chaîne que l'on peut éventuellement créer en réponse, y répond directement. L'invocation fusion est la toute dernière chose à s'être produite. Dans cette situation, puisque cette chaîne y répond directement, elle est totalement bloquée pour votre adversaire, et vous pouvez y activer vos effets en toute liberté, sans craindre la moindre réponse de votre adversaire. Peu importe que vous activez quelque chose en Chain Link 1 ou en Chain Link 5, c'est toute la chaîne qui répond à cette invocation-là. Mais par contre, si la fusion est Chain Link 2 ou plus, alors quand on résoudra la chaîne, bon, on va à un moment résoudre son effet, donc faire l'invocation fusion, mais il y aura d'autres Chain Link à résoudre après, par définition. Donc, quand vient alors le moment de créer une nouvelle chaîne en réponse à celle qui vient de s'achever, ce n'est plus lorsque le monstre est invoqué par fusion. Donc, Effondrement ne peut pas appliquer sa protection, et donc on l'ignore totalement, tout simplement. Bon, je sais qu'on y passe beaucoup de temps sur cette carte, mais on a presque fini, je voudrais juste parler de quelques interactions avec des effets qui font des invocations fusion, ou pas. Dans le cas de l'Anaconda vert, peu importe la carte que vous envoyez au cimetière avec son effet, donc quand vous payez le coût d'activation, l'effet de l'Anaconda ne pourra pas être protégé de l'annulation, car il n'est pas encore un effet qui fait une invocation fusion. Peu importe encore une fois ce que vous avez envoyé, on ne voit pas à l'avance ce que l'effet deviendra quand il se résoudra. En plus, bon, toutes les cartes fusion ne font pas forcément une invocation fusion. Il suffit de prendre plaque de fusion par exemple. Donc voilà, pour lui, aucune protection sur l'activation de son effet. Et pour une carte comme Fusion du futur, eh bien c'est uniquement l'effet à la deuxième stand-by phase qui sera protégé, mais pas le premier, puisque c'est uniquement le deuxième qui réalise l'invocation fusion. Bon, après ce long mais nécessaire arrêt sur Effondrement magique, repassons à des cartes beaucoup moins denses, avec tout d'abord le Livre de la Loi. Cette carte ne peut pas invoquer Elysium, puisque ce dernier doit être invoqué par fusion avec ses matériels, et le livre n'utilise pas de matériel pour l'invocation, même si elle est traitée comme une invocation fusion.
Carte suivante, Invocation Oméga, qui là aussi sera extrêmement rapide puisque j'ai juste besoin de vous rappeler qu'on ne peut cibler que des monstres qui ont été invoqués par fusion avec succès au préalable. Et que si une des cibles n'est plus là au moment de la résolution, on va quand même invoquer toutes les cibles restantes. C'est pas tout ou rien, c'est autant que possible la résolution. Allez, on attaque enfin les fusions, avec d'abord Caliga, dont l'effet est rédigé de façon assez particulière, mais qui au final n'est pas forcément si compliqué que ça, du moins dans les cas plus classiques. Tout comme il n'autorise qu'un seul monstre à attaquer, il ne permet qu'un seul effet de monstre pour chaque joueur. Et il ne compte que les tentatives d'activation ainsi que les déclarations d'attaque. Donc même si un effet ou son activation ou alors une attaque ont été annulés, il reconnaît qu'on a déjà tenté d'activer un effet ou qu'on a déjà déclaré une attaque avec un monstre. Et donc il applique la restriction appropriée. Pour les effets, c'est surtout dans le cas où on active un effet et par la suite il est annulé ou son activation est annulée. Ça, il s'en fiche, il va juste regarder le fait qu'on ait tenté d'activer une fois un effet de monstre. Alors notez justement que cette restriction n'affecte pas les monstres, donc un monstre non affecté n'y échappera pas. Et il dit qu'on ne peut attaquer qu'avec un seul monstre et non une seule attaque. Donc si un monstre peut attaquer plusieurs fois, il pourra le faire du moment qu'il est le premier à attaquer. Cependant, et c'est à savoir, si Caliga a ses effets annulés et qu'il attaque, puis qu'ensuite j'attaque avec un deuxième monstre et qu'à ce moment-là Caliga retrouve ses effets, l'attaque de mon deuxième monstre sera stoppée net. Bon, attention cela dit, ce que je dis là c'est vrai uniquement si on est encore en battle step, car si on atteint la damage step, de toute façon c'est trop tard pour arrêter l'attaque. Et sa restriction sur les effets est appliquée tant qu'il était sur le terrain alors qu'un effet de monstre a été activé, et ce, même si lui avait ses effets annulés lorsque ça s'est produit. Donc si on active un effet de monstre alors qu'il est sur le terrain mais avec ses effets annulés, il voit, entre guillemets, l'effet être activé. Et si par la suite dans le tour il retrouve ses effets, alors la restriction sera immédiatement appliquée. Ceci dit, notez bien qu'il empêche d'activer, pas qu'il annule. Donc s'il récupère ses effets en pleine résolution de chaîne, les effets déjà activés dans cette chaîne se résoudront tout à fait normalement. On ne va pas les annuler, ou encore moins les désactiver, c'est pas du tout ce que fait Caliga, ça n'aurait aucun sens. C'est ensuite au tour de Raijin, qui va nous permettre de rappeler quelques règles des monstres flip face verso. Bon alors avant ça, je précise que son effet est bien un effet rapide. Il n'a simplement pas encore été réédité depuis que c'est écrit en toutes lettres sur les cartes. Sinon, si je ne contrôle que lui, invoqué depuis l'extra deck, et que mon adversaire active Fusion Marionnette de l'ombre, et qu'alors je chaîne du coup son effet rapide sur lui-même, que se passe-t-il? Je ne contrôle plus de monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck, donc l'adversaire ne peut pas utiliser de matériel depuis son deck. En effet, la provenance de mon monstre est perdue dès qu'il passe face verso. A l'inverse, si mon Raijin face recto est ciblé puis passe face verso, alors l'effet qu'il a ciblé se souviendra toujours qu'il l'a ciblé lui, et appliquera l'effet si c'est toujours possible. Enfin, s'il est invoqué via fusion instantanée, tout ce qu'elle appliquait sur lui disparaît dès qu'il passe face verso une première fois. Donc non seulement les restrictions, mais également l'obligation de le détruire en une phase. Autour de Purgatorio, sur lequel je veux juste parler de l'effet qui permet d'attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Et notez bien que c'est une fois sur chaque. Donc s'il y en a un qui survit à un combat, on ne peut pas juste le réattaquer une deuxième fois encore avec Purgatorio. Mais surtout, si vous attaquez directement avec, et qu'ensuite, plus tard dans la battle phase, un monstre apparaît sur le terrain adverse, Purgatorio ne peut pas l'attaquer. Avec ce genre de monstre, et ces effets-là, c'est soit plusieurs attaques éventuellement sur des monstres, soit une seule attaque directe, mais on ne peut pas concilier les deux. Ensuite, détour express sur Magellanica, et ça va être très simple, ce n'est ni un monstre à effet, ni un monstre normal, c'est uniquement un monstre fusion sans effet, et rien d'autre. Fusion suivante, Cocytus, qui a la particularité de pouvoir attaquer en position de défense, même si pour le coup on applique bien son attaque et non sa défense pour le calcul des dommages. C'est vrai que c'est souvent une habitude de ces effets de dire qu'on applique la défense, même si c'est pas une constante, Cocytus en étant la preuve.
Mais justement, ne l'oubliez pas, hein, ne partez pas du principe qu'on applique forcément sa défense puisqu'il attaque en position de défense, surtout qu'ici il le précise bien. Et pour ce qui est des combats en eux-mêmes, eh bien en réalité la position de combat du monstre attaquant n'a strictement aucune incidence sur l'issue du combat. Je vais pas faire chaque cas, donc retenez simplement qu'on détruit ou non tel ou tel monstre exactement comme si le monstre attaquant était en position d'attaque. Le fait qu'il attaque en étant en défense ne change strictement rien. Bien, maintenant parlons de la toute nouvelle fusion, Ogoedes, sur lequel il n'y a ceci dit pas grand chose à dire, hein. Bon, le premier effet est activable même en damage step, car il peut répondre à sa propre invocation, son propre déplacement, entre guillemets. Et ce fait seul permet à l'effet d'être activé en damage step, peu importe si c'est pour répondre à sa propre invocation spéciale ou à celle d'un autre monstre. C'est en quelque sorte son ticket d'entrée en damage step, et après on peut faire un peu ce qu'on veut. Et parlons enfin de Mekaba. Son effet fonctionne de manière similaire aux effets qui peuvent annuler une activation ou un effet, et qui ensuite détruisent la carte qu'il a activée. Ces effets sont activables même face à une carte qui ne peut pas être détruite, donc par exemple qui est dans le cimetière. Et de la même manière, Mekaba peut activer son effet face à l'effet d'une carte bannie, donc par exemple contre l'effet de visage nécro. Alors par contre, un ruling nous dit bien qu'on ne peut pas du tout activer son effet si on est dans l'incapacité de bannir tout court, donc sous mur de fer impérial par exemple. Bon, ça c'est dans le cas où on veut activer l'effet de Mekaba alors que mur de fer impérial est déjà bien présent sur le terrain. Mais qu'est-ce qui se passe si on active l'effet de Mekaba et qu'en réponse, mur de fer impérial est activé? Eh bien, on résout comme d'habitude autant que possible, donc on annule l'activation, mais on ne bannit pas. Mais un cas bien plus intéressant encore, c'est par rapport à Beauté Fantôme. Si j'active l'effet de squelette de cymbale depuis mon cimetière, et que mon adversaire active alors l'effet de son Mekaba pour l'annuler, alors je peux répliquer avec Beauté. Mais pourquoi? Eh bien parce que dans cette situation, et dans cette situation précise, l'effet de Mekaba consiste à annuler l'activation d'un effet dans le cimetière, et bannir la carte qu'il a activée, donc de bannir un monstre depuis le cimetière. Et Beauté Fantôme le voit ça, et considère ainsi que cet effet inclut le fait de bannir une carte depuis le cimetière. Et ce, même si, dans les faits, la carte qui a activé l'effet, elle est plus dans le cimetière, elle n'existe plus. Mais tout ceci veut également dire qu'on ne pourrait pas annuler Mekaba dans une situation où il répondrait à un effet qui ne s'est pas activé dans le cimetière. Car à ce moment-là, Mekaba, ça veut dire qu'il va essayer de bannir une carte depuis le terrain, ou la main, ou l'extra deck face recto, enfin peu importe. Et Beauté verra alors qu'il ne tente pas de bannir une carte depuis le cimetière. Donc effectivement, cette interaction est très situationnelle. Mais justement, il y a aussi autre chose qui est liée à ça avec Mekaba, et il y a aussi beaucoup d'erreurs là-dessus, c'est que quand on active justement par exemple Beauté Fantôme, et que Mekaba lui répond, eh bien à ce moment-là, Beauté Fantôme ne sera pas bannie depuis le cimetière. Pourquoi ça? Eh bien parce que Beauté Fantôme, certes, elle est allée au cimetière, mais elle a activé son effet en main, et Mekaba y répond à l'effet dans la main. Donc vous voyez que c'est comme l'effet dans le cimetière, c'est-à-dire qu'il va tenter de bannir Beauté Fantôme depuis la main. Sauf que Beauté Fantôme, elle est pas dans la main. La carte Beauté Fantôme qui a activé l'effet ici dans cette situation, elle n'existe plus. Donc la Beauté Fantôme au cimetière, elle n'est pas du tout concernée par Mekaba. Il faut bien que vous voyez où vous activez vos effets. Un effet s'active là où il se résout, et Mekaba, il va répondre à l'effet là où il s'est activé. Il ne voit pas que la carte, elle a été déplacée. C'est pas comme ça que fonctionne le jeu. Et enfin, toute dernière carte de l'archétype et de cette vidéo, Elysium. Alors déjà, en ce qui concerne ces matériels, ne faites pas l'erreur. Je sais que la formulation est un petit peu différente de ce à quoi on a l'habitude, mais un monstre qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, ça ne peut être qu'un monstre sur le terrain. Donc ne pensez pas utiliser un monstre depuis le cimetière, sous prétexte que, avant, il a été invoqué depuis l'extra deck. Un monstre au cimetière n'est pas un monstre invoqué d'une façon spécifique. Il est au cimetière, il n'est pas sur le terrain. C'est d'ailleurs aussi pour ça que s'il est ciblé par diffusion, vous ne pourrez jamais invoquer les matériels. Car un monstre dans le cimetière n'est plus un monstre qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, et donc ne correspond fatalement plus.
Je sais que c'est aussi pas très intuitif, hein, étant donné qu'on pourrait se dire que le monstre il se rappelle quand même qu'il a été utilisé comme matériel fusion, mais Defusion ne reconnaît pas que le monstre dans le cimetière correspond toujours à ce que demandait Elysium. C'est vrai que c'est extrêmement particulier comme interaction, donc retenez-le bien. Hein, effectivement, c'est bizarre. Je suis d'accord, c'est bizarre. Ensuite, étant donné qu'il a plusieurs attributs quand il est sur le terrain, si jamais on active combat en présence de l'empereur, il partira automatiquement au cimetière. Hein, c'est pas plus compliqué pour les monstres de ce genre qui ont plusieurs attributs, ils jartent automatiquement. Et enfin pour finir, parlons de son effet qui bannit. Alors s'il est traité comme ayant plein d'attributs, eh bien c'est pas pour rien. Car s'il se bannit lui-même depuis le terrain face recto, alors il bannira des monstres lumière, ténèbres, terre, eau, feu et vent. C'est le but. Bon, cependant, s'il cible un monstre et qu'en réponse du coup à l'activation de son effet, on va retourner sa cible face verso, alors quand on va résoudre l'effet d'Elysium, on va bannir la cible, hein, mais vu qu'elle n'avait pas d'attribut sur le terrain, puisqu'elle était face verso, eh bien on ne bannira rien chez l'adversaire. Et bien sûr, hein, on ne bannit que des monstres face recto chez l'adversaire, puisqu'on peut pas connaître l'attribut des monstres face verso. Et voilà, c'est terminé, enfin. Bon, je sais que ça a été un peu long pour un instant ruling, mais cet archétype a beaucoup de cartes qui méritent qu'on s'y attarde, notamment du point de vue justement ruling. J'ai pu aborder beaucoup de sujets que j'avais simplement jamais eu l'occasion d'aborder, donc ça a été pour moi plutôt intéressant. Et en plus, du coup, il a été assez difficile de faire des coupes significatives, puisque les quelques cartes qui étaient pas ultra intéressantes, j'avais juste 3 lignes dans mon script, quoi, donc autant vous dire que ça aurait pas servi à grand chose. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à trouver tous les rulings dont j'avais besoin, et tout particulièrement l'équipe qui relit mes scripts. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.